Il existe des prisons qui n'ont ni murs, ni barreaux, ni gardiens. Elles ne sentent ni la rouille, ni l'humidité, ni la pierre froide. Elles sentent le café du matin, la lumière blanche et le bruit discret d'un clavier. Elles portent des costumes, parlent avec politesse et s'appellent emploi, carrière, stabilité et sécurité. Et c'est ce qui les rend redoutables. L'enfer dans l'imaginaire collectif a toujours été représenté comme un lieu de souffrance manifeste, un lieu dont on sait qu'il faut s'échapper. Mais le monde du travail moderne possède quelque chose de plus insidieux. Il ne ressemble pas à une condamnation, mais à une normalité. Et c'est sans doute ce qui le rend symboliquement pire. On n'y entre pas en pensant tomber pour toujours, mais avec l'impression de réussir. Très tôt, le chemin est préparé. On nous apprend à obéir aux horaires, à demander l'autorisation, à rester assis, à accomplir des tâches dont le sens nous échappe parfois. L'école ne prépare pas seulement à apprendre, elle prépare à accepter le rythme, au conditionnement et à la docilité. Puis vient le monde du travail et soudain, cette structure devient la colonne vertébrale entière de l'existence. Les journées ne nous appartiennent plus, elles sont découpées, régulé et attribué. Le matin n'est plus le commencement d'une nouvelle journée dans notre existence. Il devient une obligation. Le réveil n'annonce pas le jour, il annonce la reprise du travail. Le temps qui devait être la matière la plus intime de la vie devient une ressource à vendre. Nous échangeons des heures de conscience contre un revenu. On troque des fragments d'existence contre de la sécurité. La souffrance la plus profonde n'est pas toujours celle qui hurle et qui crie. C'est parfois celle qui s'est tellement banalisée qu'elle ne choque plus personne. Autour de nous, tout le monde a accepté. Les visages fatigués dans les transports, les conversations ennuyantes le lundi matin, les soupirs du dimanche soir. Tout semble indiquer une résignation collective. Le plus étrange, c'est que cette tristesse diffuse est devenue presque un langage social. On plaisante sur le fait de haïr l'école et de détester son travail. On ironise sur la fatigue et la consommation de café. On fait de l'épuisement et du malheur une forme de normalité, comme si le sacrifice de sa propre vie allait de soi. Une existence entière peut être absorbée par le travail sans que cela ne provoque de révolte. 40, 50 ans, des décennies offertes à un système qui consomme les jours avec une régularité mécanique. Et ce qui est le plus cruel, c'est peut-être la promesse qui accompagne ce sacrifice. Travaille aujourd'hui, souffre aujourd'hui, et demain, plus tard, un jour, tu seras libre. Cette idée est l'un des piliers les plus puissants de ce système. La liberté est toujours repoussée un peu plus loin, déplacée dans le futur. Et cette liberté porte un nom, la retraite, comme un paradis promis après une longue traversée de l'enfer. Un horizon suspendu au bout de plusieurs décennies. Mais cette promesse repose sur de la violence. Elle demande de reporter la vie. On ne vit pas maintenant, mais on prépare le moment où on pourra vivre. Les années les plus vives sont sacrifiées à la construction d'un futur incertain. La santé, la curiosité, l'énergie, tout ceci est investi dans un lendemain qui n'existe pas encore. Un lendemain qui n'existe que dans notre tête. Le paradoxe est cruel et violent. On échange les années où on est le plus capable de vivre pleinement contre l'espoir de profiter un jour de ce qui restera de nous. Comme si on demandait à une fleur de ne s'ouvrir qu'une fois fanée. Le monde du travail moderne infantilise d'une manière subtile. Il faut demander la permission pour ses congés, justifier ses absences, expliquer pourquoi on est arrivé en retard, informer lorsqu'on doit s'absenter pour une raison personnelle, pour notre vie personnelle. Comme lorsque nous étions au collège ou au lycée, l'autonomie réelle a disparu. Le salarié devient un rôle, un numéro, une fonction. On attend de lui qu'il produise, qu'il soit ponctuel, qu'il réponde aux attentes et qu'il s'adapte. L'individu s'efface derrière la fonction qu'il occupe. Ce n'est plus une personne, mais un poste, un intitulé et une utilité. Cette transformation est lente, silencieuse, mais elle modifie la perception de soi-même. Beaucoup de personnes se définissent par ce qu'elles font professionnellement, comme si leur être et leur existence tout entier pouvaient se résumer par leurs études ou leurs fonctions économiques. La vie est devenue un couloir, étroit, artificiellement éclairé et dont les murs sont faits d'obligations. Et tout autour, les autres avancent exactement dans le même sens sans se poser de questions. Et c'est sans doute ce qui rend la remise en question si difficile. Lorsque tout le monde semble accepter son sort, l'absurde prend l'apparence de l'évidence et de la logique. Si chacun autour de soi semble considérer normal de vendre l'essentiel de sa vie, alors le système n'est plus une construction, mais une vérité. Ce qu'il y a de mieux pour l'homme et la société. L'habitude est parfois la norme la plus efficace de domination.
À force de voir des générations entières vivre ainsi, l'idée même d'une autre manière d'exister paraît presque irréaliste. Le plus grave peut-être, c'est la banalisation de la valeur de la vie. Nous parlons de la vie comme d'un bien précieux, et pourtant dans les faits, nous acceptons souvent qu'elle soit presque entièrement absorbée par la nécessité de produire. Le temps ne se rembourse pas. Et malgré ça, la société continue de considérer normal qu'une existence entière soit structurée par le travail. Comme si vivre consistait d'abord à être utile au système. Comme si la valeur d'un être humain se mesurait à sa capacité de production. Le plus troublant, c'est que beaucoup de personnes finissent par ne plus savoir ce qu'elles feraient sans cela. Le travail ne structure pas seulement tes journées, mais aussi ton identité. Alors même ceux qui souffrent du système peinent parfois à imaginer une autre forme de vie. L'enfer le plus efficace n'est pas celui dont on cherche à fuir. C'est celui dont on finit par croire qu'il est le monde lui-même. Alors, est-ce que la vie devrait s'organiser autour du travail ? Quand les rêves s'y soumettent, quand la liberté s'y reporte, et lorsque l'identité s'y dissout, alors ce n'est plus un simple outil, mais une structure qui a absorbé l'être tout entier. Le plus grand drame, ce n'est pas la fatigue, le stress ou même le manque de liberté. Le plus grand drame, c'est peut-être la résignation, l'abandon de l'idée de pouvoir peut-être un jour sortir de cet enfer. Cette acceptation silencieuse qui nous murmure que c'est ainsi que la vie est faite. Mais la vie n'est pas faite pour être simplement traversée dans l'attente d'une libération. Elle est faite pour être vécue, maintenant. Et c'est précisément ce que le monde du travail moderne nous a fait oublier. Il ne nous vole pas notre temps, il nous vole l'idée même que notre temps nous appartient. L'enfer du monde du travail a transformé l'existence en monnaie d'échange. Il est discret, poli, parfaitement intégré à la normalité, et peut-être pour cette même raison plus redoutable que tous les enfers que l'on peut imaginer.